Alors moi, pour faire brièvement une présentation du milieu, j'enseigne à l'école secondaire Pointe-Lévis, qui est à Lévis. C'est une école donc, qui compte environ 2500 élèves. Et puis, la couverture numérique est intéressante dans la mesure où, dès l'an prochain, tous nos élèves vont être dotés d'une tablette numérique, donc pour travailler à l'école et à la maison. Ça va devenir très intéressant dans la perspective du projet donc, que je vais vous représenter dans quelques instants. Donc, les objectifs, je vous les lis, donc développer une stratégie numérique multimodale de correction de texte et optimiser le code de correction qu'il y en a avec. Mais avant d'aller plus en détail là-dedans, je trouve important de vous expliquer un peu la genèse de ce projet-là, d'où c'est parti. Quand Jean-François m'a approché pour faire partie du projet de recherche, j'ai dit, écoute, ça m'intéresse, mais ce que j'aimerais, moi, c'est qu'à la base, cette recherche-là, tout ce travail-là, revienne aux élèves concrètement, puisse m'aider à mieux les aider dans leur réussite scolaire. Évidemment, mon équipe m'a appuyé. Donc, je suis retourné, moi, vers mes anciens élèves, c'est-à-dire mes élèves qui étaient maintenant au collégial. Donc, et puis, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous estimez lacunaire dans votre formation en français au secondaire en général, puis moi en particulier, là, puisque vous êtes là. Puis, assez majoritairement, les élèves m'ont répondu qu'ils avaient encore de la difficulté à corriger leur texte. Ils avaient des fautes. Puis, ces fautes-là engendraient des claques de points, non seulement en littérature, mais aussi dans les autres matières. C'est dommage qu'on perde encore des points à cause de ça. J'ai dit très bien, je suis retourné vers mon équipe, j'ai dit si on travaillait là-dessus, je ne l'ai plus encore là. Donc, je suis retourné pour observer mes pratiques, moi. Je dis, bon, mais si les outils que je proposais n'amènent pas nécessairement vers une réussite totale, ben, qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans? Donc, il y avait trois outils principaux que j'utilisais en classe. D'abord, la grille de consignation des méprises que Suzanne Geneviève Chartrand a proposée dans son ouvrage « Mieux enseigner la grammaire ». Donc, c'est une grille qui est assez largement répandue au Québec chez les enseignants français, qui permet évidemment une codification des méprises, de sorte que l'élève comprend, même si l'enseignant n'est pas à ses côtés, comprend quel type d'erreur il a fait. Donc, ça, c'était un bon outil. Le deuxième outil que j'utilisais, c'était la démarche de correction que proposait Véronique Léger, donc une chargée de cours à l'UQAM ici, qui proposait vraiment une démarche à la fois dynamique, mais aussi complète, dans le sens où ça permettait de voir pas mal l'ensemble des difficultés dans les textes. Je trouvais ça très intéressant. Et le troisième outil que j'utilisais était un indice, je dirais, de faute chez un élève. C'est-à-dire combien de mots ça prend avant qu'un élève commette une méprise, donc une erreur. Donc, cet indice-là est important dans la mesure où, en cinquième secondaire, pour l'épreuve uniforme, l'élève doit respecter une faute aux 17 mots. Si l'élève fait des fautes avant 17 mots, ben là, il est en grande difficulté, il risque d'échouer son fait. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant parce qu'on peut discuter, dialoguer. L'élève voit moins le rouge que sur sa copie que l'indice en question. Il sait que si lui, son but, c'est de réussir l'épreuve, il doit aller au-delà de 17. Puis, pour vous donner une idée, à la fin de collégial, donc en troisième année du collège du cégep, il doit avoir atteint un indice de une faute aux 30. Mais il y avait des lacunes dans ces deux outils-là, notamment celui-ci, la grille de consignation des méprises. C'était une grille qui était format papier. Comme elle contenait des informations précieuses, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Je la conservais précieusement dans une armoire, sauf que l'élève n'y avait pas accès. Hein, je sortais ça comme une boîte de Noël, puis bon, tiens, pouf, on sort tout ça au moment où on refait un texte. L'élève, l'information se perdait, puis il ne pensait pas qu'elle était fait souvent, sauf au moment où on retravaillait un texte écrit. Du côté de la démarche d'autocorrection, c'est intéressant, mais c'était une démarche séquentielle. Il y a un élève qui éprouvait des difficultés dans les étapes donc proposées par l'étape 4 ou 5, mais parfois, il n'avait pas le temps de se rendre jusque-là, de sorte qu'il ne s'occupait pas des bons endroits dans sa correction pour l'aider à s'améliorer dans ses textes. Alors, l'outil qu'Alexandra va vous présenter dans quelques instants va vraiment régler ces deux aspects-là, puis est venu même bonifier, c'est ce que je vais vous expliquer au plateau. Alors oui, donc j'ai poursuivi avec la partie projet, donc l'outil d'autorégulation en correction textuelle, qui comprend en fait deux volets, là. Tout d'abord, la grille de consignation numérique des métriques et le portrait évolutif en écriture. Et le second volet, c'est l'aspect du code de correction qu'on appelle maintenant les actions de correction, qui sont, comme Marc l'a mentionné, là, plus du tout séquentielles, mais bien à la carte là, que l'élève va sélectionner. Les actions là, qui vont lui permettre vraiment de s'améliorer dans le volet de l'écriture où il y a plus de difficultés. La grille, elle est adaptée de celle présentée en 2012 par Suzanne Chartrand et on prend aussi un peu là, sa démarche de consignation des méprises également. Le processus est fort simple. En fait, Marc utilise également cette grille-là numérique que vous voyez pour la correction de ses textes. Donc, il va codifier tous les types d'erreurs qui sont présents dans les productions écrites de ses élèves à l'aide des codes de la grille. Une fois que la correction est terminée, remet les productions écrites aux élèves qui doivent ensuite analyser leur production écrite, puis aller dénombrer
les codes qui sont présents dans leur production écrite afin de venir les compiler dans leur grille numérique à eux. Donc, là, vous voyez un exemple pour une grille numérique qui a été remplie l'an passé par un élève. Donc, il y a 4 traces qui ont été laissées dans cette grille-là, 4 textes qui ont été réalisés et corrigés par Marc à l'aide de la grille. Puis, si on prend un exemple, là, par exemple, en SY2, dans le premier texte, on voit que l'élève a dénombré 2 maîtrises de ce genre-là et est allé donc les indiquer dans sa grille. Il a fait ça, ce processus-là pour l'ensemble des codes de sa grille, comme je l'ai mentionné, et il a répété ça pour tous les types de textes qui l'ont fait durant l'année. Si on pense à l'onglet numéro 2, là, qui est juste un petit peu plus bas. Donc, en temps réel, l'élève génère donc son portrait évolutif en écriture. Donc, comme vous pouvez le voir, les 4 textes sont bien présents et sont séparés par les 4 grandes catégories de maîtrise qui sont évaluées dans les critères 4 et 5 de la grille ministérielle en écriture en 5e secondaire. Donc, critère 4, syntaxe et ponctuation. Critère 5, orthographe lexicale et orthographe grammaticale. Donc, c'est vraiment un coup d'œil rapide pour l'élève. Il voit dans quelle catégorie il commet le plus d'erreurs selon la production écrite ciblée. Donc, par exemple, si on prend le texte 1 de l'élève, on voit que la plus longue barre qui représente la syntaxe en orange, c'est là où il aurait commis le plus de maîtrise dans son texte 1. On a également une autre donnée importante dans le graphique, c'est la fameuse fraction dont Marc parlait un petit peu plus tôt, donc le ratio du nombre de maîtrises par mot, qui, par exemple, pour l'élève numéro 1, est 1 au 14. Donc, ça nous indique qu'il n'a pas atteint le seuil du 1 sur 17. Donc, il doit donc entamer un processus d'autorégulation de ses apprentissages en écriture en vue justement d'aller s'améliorer et de parvenir au fameux 1 sur 17 et même de le dépasser pour vraiment réussir, ou en tout cas avoir un stress de moins, disons, à l'épreuve unique. Et pour enclencher ce système d'autorégulation, donc ce processus-là, l'élève a accès à 2 ressources en même outil. Donc, premièrement, des exercices en ligne qui sont délivrés par Marc à chaque production écrite. Là. Donc, par exemple, pour son texte 1, l'élève aurait reçu des exercices en lien avec la syntaxe, puisque c'est là où est-ce qu'il a commis le plus d'erreurs. Donc, c'est dans cette catégorie-là qu'il doit s'améliorer pour son prochain texte. Et ainsi de suite pour chacun des textes. Donc, ça c'est vraiment les forces et les difficultés de chaque élève. Le second onglet s'amène vers le code de correction, donc les actions de correction à la carte, comme on vous l'a dit. C'est vraiment un schéma d'action de correction en lien avec les 4 grandes catégories de maîtrise qui reprennent les étapes de Véronique Léger, mais qui ont été adaptées et modifiées là, pour nos besoins et pour les besoins des élèves. L'élève a accès au code de correction à la carte. Lorsqu'il clique sur les étapes en question, vous voyez, le code de couleur est repris. Donc, il sait vraiment où est-ce qu'il doit aller miser pour sa prochaine production écrite, quelle action il doit choisir là, à l'aide justement du code de couleur qui reprennent là, les 4 grandes catégories de maîtrise. Donc, par exemple, notre élève qui avait des grandes difficultés à syntaxe, on voit bien qu'il y avait 2 actions là, qui étaient en orange, donc qui représentaient la syntaxe. Donc, il va aller miser sur ces actions-là. Là, on ne le voit plus à l'écran, mais c'est pas grave. Là, si vous êtes capable de vous imaginer là, que il y a des liens cliquables. Il peut aller vraiment voir toutes les étapes qu'il doit réaliser dans son texte là, en lien avec la syntaxe pour améliorer là, ce type de maîtrise-là. Donc, l'ensemble de cette démarche-là, c'est un processus qui est itératif. Donc, on répète ça à chaque texte. Donc, l'enseignant corrige la production écrite, l'élève son signe, ses maîtrises, le portrait est généré, analysé par l'élève, puis il entame ensuite son processus d'autorégulation de son apprentissage là, en mettant les efforts pour venir s'améliorer dans la catégorie où il a commis le plus d'erreurs pour le texte en question. Fait que c'est ça, fait que vous voyez les étapes, là. Fait que c'est des étapes simples, mais qui permettent justement d'aller travailler la catégorie de maîtrise en question. Les élèves l'utilisent bien, puis c'est moins décourageant aussi que d'avoir 6 étapes à toujours réutiliser à chaque phrase, ça devient un peu fatigant. Donc, essentiellement, moi, le produit comme tel, m'offre donc 2 productions très, 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 très intéressantes. Quand je vous disais que ça allait transformer la pratique, vous allez comprendre un peu pourquoi. D'abord, c'est le portrait des élèves. L'indice de faute, une faute au combien de mots est indiqué, puis ça change complètement la dynamique, le rapport entre la feuille que je remets à l'élève et la discussion qu'on peut avoir ensemble. L'élève ne voit pas tellement le rouge, mais voit l'indice. C'est là-dessus que je l'amène justement, moi, à travailler. Si, par exemple, mon élève qui est à une faute au 14, ben, écoute, on n'est pas loin d'une réussite. Si j'enlève cet indice-là, c'est plein de rouge sur la feuille. On n'a pas la même discussion. À une faute au 18, ben, on a réussi. On continue. Il faut se donner une marge de manœuvre. L'élève est engagé là-dedans. Pas l'impression de le faire comme il doit, l'impression qu'on est ensemble autour d'un même objectif qui est de celui de s'améliorer. Ça change le discours aussi en termes de récupération. Vous n'avez pas idée à quel point l'élève s'engage, demande d'avoir des périodes de récupération. Écoute, la prochaine production s'en vient, j'aimerais ça qu'on puisse travailler tel aspect. Rencontre de parents, même chose. Écoutez, monsieur, madame, voici.
On travaille ça présentement dans un grand processus de travail à l'école. Si vous voulez, vous, de votre côté, peut-être que, parce que le parent a accès aussi à ce graphique-là, puisque c'est sur un téléphone, sur n'importe quel appareil numérique. Donc, la fameuse armoire qui contenait tout ça, c'est maintenant accessible à tout le monde en tout cas. Du partage, dans le fond, c'est que le numérique nous permet de partager en temps réel comme en temps asynchrone, de façon tout à fait délocalisée, l'accès à ce portrait-là. Donc, l'élève, il a accès en tout temps, et il peut le partager avec qui il veut. Voilà. Juste le fait de remettre le papier à l'élève. L'élève a hâte d'avoir sa copie pour avoir sa tablette numérique, pour intégrer ses notes, pour voir où est-ce qu'il est rendu, pour avoir une autre colonne, voir de plus, pour mesurer un petit peu sa progression. C'est vraiment, vraiment intéressant. L'autre portrait, c'est le portrait de la classe. Donc, imaginez-vous qu'on intègre toutes les données de tous nos élèves, puis on en fait 4 colonnes. Portrait de classe, ça permet encore là d'avoir une discussion de groupe sur des phénomènes grammaticaux syntaxiques en classe. C'est quand même assez intéressant pour un prof de français qu'on puisse avoir ces échanges-là avec les élèves. On progresse, on est au 18, globalement, c'est intéressant, bravo. Là, les élèves, c'est quoi vous pensez qu'on va travailler? Ouais, ça fait bien, oui, c'est ça, on a un besoin. Là, les jeunes adhèrent, les jeunes ont le goût. Beaucoup plus que si, bon, ben là, on ouvre telle page du cahier, voici l'exercice. Tout ça prend son sens, pas seulement grâce à ça, mais en partie grâce à un outil comme celui-là. Juste une chose qui peut vous sembler très banale, mais le fait d'utiliser des histogrammes comme ça, les élèves que j'ai rencontrés en entretien m'ont dit OK, c'est ça la multimodalité. C'est pas juste en classe de français, c'est pas juste quand je lis de la bande dessinée ou quand c'est partout. Puis ça, pour moi, c'est pas banal. C'est que les élèves commencent à comprendre que l'univers dans lequel on évolue, l'accès au sens est vraiment plurisémiotique, évidemment. Donc, voilà. Puis donc, moi, quand je vous disais que ça avait changé ma pratique, mais ça change aussi les pratiques dans mon école, dans mon milieu. Parce qu'on voit qu'il y a de l'appétit pour ça, parce que les élèves font bien. Il y a une amélioration, un investissement. On entend beaucoup les élèves, les enseignants qui se plaignent peut-être qu'il y a un manque d'investissement de la part des élèves, des efforts. Bon, là-dessus, je vous dirais que ça a donné une bonne dose positive. Ça transforme le rapport à l'objet écrit, à la production écrite en classe de français. Que le texte soit de nature littéraire ou de nature descriptive ou de nature, peu importe, on les responsabilise davantage. Je l'évoquais hier au Québec, on est très, 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 très préoccupé par le normatif. Ben là, on rend le normatif peut-être un peu moins monstrueux qui peut apparaître à l'ensemble des jeunes adolescents. Donc, l'autonomie, effectivement, l'autorégulation éventuellement. Et puis oui, effectivement, on pense que cette interface-là permet de les responsabiliser davantage par rapport à leur prise de parole écrite, éventuellement. Bon. Il y a cette idée de doute orthographique aussi, Marc, qui est mobilisée. Souvent, le doute, ça peut être à double tranchant. Quand on doute trop, on ne fait plus rien. C'est un outil de médiation, une interface. Et je pense que ça aide beaucoup pour le doute orthographique. Compétence numérique, on en parle depuis hier au Québec, c'est ça la compétence numérique. Il y aurait une compétence, les 12 dimensions. On a travaillé, on pense, davantage ces 2 dimensions-là, celle de l'autonomie et de la communication. Évidemment, là, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas quantifié, on est dans des observations certes empiriques, mais qui ne sont pas quantifiables. Mais on pense que les élèves ont vraiment gagné en autonomie et communiquent mieux. Surtout cette année, là, c'est toute l'année scolaire. Là, c'est ta collègue Sandra qui a rejoint spontanément. Donc, on a comme eu le laboratoire, le terrain d'une année scolaire, donc tous les élèves. Et là, on rencontre la direction scolaire dans les prochaines semaines parce qu'ils souhaitent implanter à l'échelle donc des 3 années de secondaire qu'il y a dans cette école-là. L'aspect visuel, l'aspect graphique, c'est vraiment ressorti beaucoup chez les élèves de savoir rapidement, visuellement, où est-ce que ça accroche, puis où est-ce que c'est plus facile, où est-ce que les forces sont. Clarté, efficacité, puis la simplicité aussi de l'outil, là, c'est de rentrer les données, oui, c'est un travail de codage, mais c'était simple à utiliser, puis les élèves s'en sont rendus compte, puis ils l'ont nommé beaucoup là, lorsqu'on les a rencontrés. Évidemment, les améliorations possibles, au niveau de la compréhension des codes, c'est sûr que c'est à retravailler, puis qu'il y a des modifications qui doivent être apportées. L'outil, on s'entend, c'est juste une feuille de calcul visuel. Il y a place à de l'amélioration aussi là, au niveau là, de l'aspect visuel là, de l'outil en général, mais
au regard de son efficacité, ben, ça a donné des résultats dans la classe normale. Donc, c'est ce qu'on a constaté à ce niveau-là. En même temps, le fait d'utiliser un chiffrier traditionnel là, comme Google Sheets, en termes de représentation, ça crédibilise le processus. Pour des élèves de secondaire 5 qui s'aperçoivent que c'est sérieux malgré tout. C'est un outil réel informatique. Ils s'aperçoivent que la démarche n'est pas seulement pour se distraire ou rendre la correction plus ludique. C'est vraiment aussi pour faciliter concrètement leur autorégulation d'une certaine façon. L'an 2. On a ajouté une nouvelle enseignante à l'équipe, là, donc Sandra, qui a ajouté des élèves de formation générale. Donc, avec Marc, c'était plus des élèves du programme international. Donc là, on a vu aussi différents aspects, là, plus d'erreurs à les codifier. Est-ce que les élèves se sentaient autant impliqués? Puis on voit quand même une implication au niveau des élèves, même en formation générale, même s'ils font beaucoup de fautes, ils ont vraiment un intérêt quand même grandissant. Plus encore. Oui, ben c'est ça, plus encore. Ça, pour l'enseignant, ça lui permet vraiment de cibler ses apprentissages en classe. Puis l'élève, ben, ça lui permet aussi de savoir c'est où que je dois vraiment m'améliorer, sur quoi je dois miser là en ce moment pour continuer mon apprentissage en écriture. Tu sais, en écriture, il y a tellement de choses à travailler, ça ne peut pas être juste de travailler tout en même temps. Donc, vraiment de cibler l'apprentissage pour chacun des élèves, ça a vraiment aidé Sandra là, dans sa pratique. Oui. Petite parenthèse. Justement, ma collègue Sandra me partageait que de l'engagement de la part de ses élèves à ce point-là, elle n'en avait jamais vu. Et c'est une enseignante d'expérience parce que ça fait une vingtaine d'années. En formation générale, on s'entend, c'est un petit peu ça l'enjeu. L'engagement des élèves. Maintenant, l'USITO est permis, nous, de notre côté, dans tout le centre de service pour l'épreuve unique de français de septième secondaire. Donc, on les amène tout au long de l'année à utiliser ça, puis même à intégrer ça dans leur pratique de correction, d'autorégulation. Il y a vraiment un beau lien, parce qu'encore là, c'est numérique. On baigne dans cet univers-là, puis ça devient vraiment un outil, comme Jean-François le mentionnait pas. USITO, pour votre culture personnelle, c'est un extraordinaire dictionnaire accessible en ligne qui a été développé à l'Université de Sherbrooke par l'équipe d'Hélène Cajolet à Gagnère. C'est vraiment un dictionnaire très accessible et très riche et qui est adapté, oui, au français usuel québécois aussi, donc vraiment intéressant. Francis, tantôt, a pris la peine de remercier l'équipe de recherche. Moi, je veux le faire également parce que, vous savez à quel point, nous, dans les écoles, on reçoit souvent des chercheurs qui viennent chercher des données. On demande nos élèves, ils viennent ramasser les données. Là, la recherche est liée pour nous aider. Transformer notre milieu. Moi, je ne sais pas à quel point ça m'a vraiment nourri cette démarche-là. Fait que je vous remercie officiellement. Merci. Merci d'avoir ouvert ta Merci.